Bon, nous voilà repartis avec une autre application sur le frottement et l'adhérence. Alors, il s'agit d'un appareil de mesure de coefficient d'adhérence, voilà, puisque un coefficient d'adhérence ou un coefficient de frottement en fait se mesure entre deux matériaux. Et donc, s'il y a un test qui est relativement simple pour mesurer un coefficient d'adhérence, c'est de mettre sur un plan incliné un solide et d'incliner petit à petit par rapport à l'horizontale ce plan. Et dès que le solide vient glisser sur le plan, eh bien, on atteint un angle qui, il suffit de faire une petite figure pour le montrer, euh, l'angle correspond à l'angle d'adhérence, voilà, l'angle limite. Mais on est sur un contact surfacique et pour avoir une mesure plus fine, on peut être tenté d'avoir une approche de contact plutôt ponctuelle et d'étudier une limite au glissement ponctuel. Donc c'est relativement difficile parce on pourrait avoir un phénomène de roulement. Effectivement, on ne peut pas le faire sur un plan incliné, c'est évident. Et donc là, on a un système qui comporte un support, sur lequel on va fixer un échantillon. Donc il s'agira de prévoir un réglage sur une machine réelle de mesure, euh, un réglage pour assurer une bonne verticalité du plan gauche de l'échantillon ici. Et l'autre matériau, puisque c'est un couple de matériaux qu'on va tester, et bien c'est finalement le disque 3. Voilà. Et donc on a un contact, alors il y a une épaisseur certes, mais c'est un contact quasi ponctuel au point C. Et bien c'est ce contact-là qui se fait avec adhérence. Donc en fait on va trouver un moyen de détecter la limite d'adhérence lorsque le disque viendra à glisser sur l'échantillon. Et à ce moment-là, par l'étude eh bien, de l'action mécanique au point C de l'échantillon sur le disque ou éventuellement l'inverse, eh bien, on en déduira le coefficient d'adhérence. Voilà. Donc le système réel en fait comporte une tige 2 qui est articulée en liaison parfaite avec O. Sur la machine réelle, cet axe, il faudra qu'il soit bien horizontal aussi. Euh, donc une liaison parfaite pivot en haut et on a un contrepoids Q qu'on va déplacer par réglage, peut-être par système vis-écrou et puis fixation après, enfin arrêt en position, de sorte que le centre de gravité en fait de la tige et du contrepoids soit localisé parfaitement au point d'articulation entre la tige et le support 1, donc au point O. C'est la raison pour laquelle là on a présenté le système dans la position pré-réglée du contrepoids Q, de sorte que le poids P2, qui concerne bien 2 plus le contrepoids Q, eh bien, soit localisé pile au point d'articulation de la pivot entre 2 et 1. Donc le point nommé O. Voilà. À l'autre extrémité de la tige 2, il y a le solide 3, qui est en réalité constitué, on va dire, d'une jante ou d'un moyeu A, localisé au centre A ici. Et A, c'est une liaison pivot parfaite également, donc entre 2 et 3. Euh, voilà. Sur ce moyeu-là, de rayon R, 60 mm, on va fixer un disque, parce qu'on peut être amené à changer les matériaux, donc changer l'échantillon qui est un solide plat, ça semble envisageable. En revanche, changer la couronne 3, comme ça s'apparente un peu à un disque de frein, si on peut dire, c'est peut-être moins évident. Donc il s'agira de prévoir une fixation avec bonne localisation, une bonne position de 3 qui se séparerait entre deux pièces. Donc on a la pièce 3 et c'est elle qu'on va tenter de faire glisser sur l'échantillon. Et comment faire glisser? Eh bien, ça va être une limite en rotation du solide 3 par rapport à 2 au niveau de l'articulation A. Et on va le faire par un effet de bras de levier. Et si on considère que le rayon petit r 60 de la pièce 3 en fait correspond au rayon d'une poulie, une poulie à gorge avec un câble ou une corde, à l'extrémité de laquelle en fait on pourrait mettre un système qui recevrait un élément qui permettrait d'augmenter progressivement le poids en fait de 4. Donc on a une masse 4 dont le poids va augmenter progressivement. Donc on peut imaginer du sable, de l'eau, bon, il y a plein de systèmes qu'on pourrait imaginer. Et petit à petit, en augmentant le poids 4, eh bien, on va amener le disque à exercer un moment, donc un couple, et à ce couple centré sur A, dû au poids 4, eh bien, va s'opposer une action d'adhérence en fait de l'échantillon sur le disque qui va l'empêcher de pivoter, de glisser. Voilà. Et lorsqu'on atteint la limite du glissement, ou la limite d'adhérence plutôt, eh bien, quand ça va se mettre à glisser, eh bien, il suffira de mesurer
d'avoir une idée de la précise de la masse 4, voilà, qui conduit au glissement. Dans tout ça, on a un rayon petit r qui vaut 60 mm, un rayon grand R qui vaut 120. On a le poids 3 qui vaut 8 newtons, donc l'équivalent de 800 grammes. Hein. Et puis, au glissement, pour le couple de matériaux étudié, on a le poids 4 qui va atteindre 16 newtons. 16 newtons lors du glissement. On a le poids 2 qui est fourni, 14 newtons, on verra si on s'en sert. Alpha, c'est un angle qui, on le verra après, pourrait être réglé, mais ici on partira sur 45 degrés. Voilà, 45 degrés, 60 mm, 120 mm pour grand R, P2 14 newtons, P3 8 newtons et P4 pour les matériaux sélectionnés, et bien P4 en limite d'adhérence 16 newtons. Les questions. Les questions vont concerner en fait la statique. Et dans la statique, dans un premier temps, on va faire un isolement du levier 2, alors du levier 2 et du contrepoids Q. Hein, et le but, c'est de déterminer la direction de l'action de liaison A. L'action donc de 3 sur 2 au point A. A de 3 sur 2, hein, qu'on modélisera par un vecteur, qui est localisé au même endroit que le poids 3. Alors attention, le poids 3, c'est le poids de 3, donc ce n'est pas une action extérieure pour le levier 2. Et donc l'action en A de la liaison pivot eh bien, a une direction bien particulière du fait qu'on ait équilibré le levier 2 avec son contrepoids pour que le centre de gravité soit pile au point O. Voilà, parce qu'il y a une action de liaison au point O. Ça, c'est l'objet de la première question. La seconde question, en fait, consiste à... Alors, c'est un peu violent, la deuxième question. C'est carrément déterminer le coefficient d'adhérence F. Après, tout de même, avoir déterminé l'intensité de la force A, de 2 sur 3. Voilà. Alors ça, c'est dans le cadre de l'isolement, non plus de la tige 2 et du contrepoids Q, mais on va faire un second isolement. C'est le disque 3 plus la masse 4. Voilà, qui augmente pour atteindre, on l'a dit, 14 newtons, 16 newtons lorsque ça commence à glisser. Le disque 3 vient à glisser sur l'échantillon 1. Donc on va isoler le disque 3 et la masse 4. C'est un sous-ensemble qui est soumis à finalement 4 actions mécaniques, 4 forces. Une force P4 que l'on connaît à la limite d'adhérence. P3 cette fois-ci que l'on connaît, puisqu'on isole 3 et 4. Hein. On a une action de liaison A de donc 2 sur 3, hein, qui est l'action mutuelle de l'action dont on a déterminé la direction à la question 1 précédemment, l'action A de 3 sur 2 dans la première question. Là, il s'agit de A de 2 sur 3 pour l'isolement de 3 et 4. Donc on a bien P4, P3, A de 2 sur 3 en force, et on a une quatrième force. C'est la force qui correspond à la seule liaison qui n'est pas supposée parfaite dans le mécanisme. Évidemment, puisqu'on souhaite déterminer l'adhérence, donc c'est une liaison ponctuelle avec adhérence, et qui sera modélisée par un vecteur C de 1 sur 3. Voilà. Et comme on l'a vu, la caractérisation d'une limite d'adhérence, ça peut être le coefficient, ça c'est ce qu'on cherche, on va le noter F, mais petit f, et le petit f c'est aussi en fait tangente phi, et phi c'est l'angle d'adhérence. Voilà. Donc il suffira, si on peut dire, de déterminer l'orientation de la force en C, déterminer son angle, et tout comme l'application qu'on avait vue précédemment hein, en vidéo, eh bien ça permettra de déterminer l'angle phi. Voilà. Ça c'est intéressant, ce système est intéressant parce qu'il met en œuvre en fait de la statique graphique. On va le voir évidemment avec peut-être un système soumis à trois forces coupant d'un point, peut-être. Système soumis à deux forces, peut-être aussi. Là, on a un système avec l'isolement de 3 et 4 soumis à 4 forces, et ça permettra de faire, non pas de la statique purement graphique, mais de la statique grapho-analytique, c'est-à-dire on écrira le théorème du moment statique avec la notion de force fois bras de levier. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment bien voir, parce que c'est facile à mettre en œuvre. Une parenthèse, c'est une notion qui est quand même à bien voir pour l'examen du BTS CPI, parce que c'est souvent proposé avec de la statique graphique, hein, voilà, davantage que la statique purement analytique.
Quant aux questions, donc la question 2 permettra, si tout se passe bien, de déterminer dans un premier temps l'intensité de la force A de 2 sur 3. Le but étant de déterminer le coefficient d'adhérence. Bon, là je proposais de résoudre le problème graphiquement et analytiquement. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. La question 3, à titre de vérification si on peut dire, elle va consister à bien vérifier que pour un poids P4 inférieur à celui qui conduit au glissement du disque, qui était de 16 newtons, et bien pour un poids de moitié, par exemple de 8 newtons, de réaliser des constructions graphiques qui permettront de vérifier que le disque ne glisse pas. Voilà. Il suffira pour ça de vérifier que l'action de contact au point C, qui est une force, et bien que cette force se situe bien strictement à l'intérieur du cône d'adhérence. Voilà. Comme on aura déterminé l'angle phi, on pourra bien voir a priori que c'est situé à l'intérieur. La quatrième question est un peu plus particulière. Ça va être difficile de la mettre en œuvre à la main. Hein. Sur un logiciel, des esquisses SolidWorks par exemple, ou Modeler, c'est peut-être plus simple à mettre en œuvre, on verra. Mais il s'agit de montrer en fait les limites du mécanisme qui, ces limites, en fait, elles sont liées principalement à l'angle alpha qu'on a, comment dire, précisé. Dans un premier temps, on est parti sur un angle de 45 degrés. Voilà. Mais on pourrait envisager sur le système réel, hein, qui mériterait d'être modélisé en 3D, voire d'être prototypé. C'est un système vraiment très intéressant avec tous les réglages qu'il nécessite, les précisions. Et puis s'il était réalisé, ça permettrait de faire un beau support d'activité pour des CPI, bien sûr, pour mesurer un coefficient d'adhérence. Voilà, voilà. Donc l'angle alpha, si on le réglait, ça permettrait, et c'est l'objet de la question 4, je le disais, d'aller au-delà des limites du système pour un angle de 45 degrés, puisque l'objet de la question 4, c'est de montrer qu'on ne peut mesurer des coefficients d'adhérence que jusqu'à une valeur qui est égale au tiers de la tangente alpha. Donc, pour un angle de 45 degrés, par exemple, la tangente de 45 degrés, il se trouve que c'est 1, et en l'occurrence, pour 45 degrés, on ne pourrait pas, l'appareil de mesure de coefficient d'adhérence ne pourrait pas mesurer des coefficients d'adhérence supérieurs à 1 tiers, c'est-à-dire 0,33. Donc en présence d'un couple de matériaux avec un couple d'adhérence de 0,4, un coefficient d'adhérence de 0,4, eh bien on pourrait charger autant que l'on souhaite, hein, dans la mesure du possible, la masse 4, le poids 4 pourrait augmenter autant que l'on veut, eh bien, on se trouverait dans une situation qu'on pourrait qualifier de situation d'arc-boutement qui conduirait à ne pas permettre le glissement du disque sur l'échantillon. Et s'il ne glisse pas, on ne peut pas mesurer le coefficient d'adhérence puisque c'est à ce moment-là qu'on relève la masse 4 et par suite on fait le calcul du coefficient d'adhérence. Voilà, bon, c'était un petit peu long cette présentation, mais ça permettait de mettre en place tout ça. Autre vidéo à suivre pour la résolution.